Savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Oui, bonjour Francis. Bonjour, bonjour. Bon, tu nous parles d'abord de l'entreprise Connect & Go. Oui, effectivement, une entreprise de Montréal qui vient d'annoncer qu'ils avaient signé un contrat dans les 7 chiffres, Mario, avec l'entreprise américaine Six Flags, qui opère de nombreux parcs d'attractions un peu partout aux États-Unis. C'est une entreprise, là, Six Flags, dont la valeur boursière est de l'ordre de presque 3 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle pour cette petite, moyenne entreprise québécoise. On se rappellera, Connect & Go, là, c'est une entreprise qui fabrique des bracelets intelligents qui permettent notamment d'accéder là, à différents manèges, parcs d'attractions. Ils sont déjà la norme là, aux zoos de Granby ici au Québec, pour ceux et celles qui connaissent. Et là, de plus en plus, ce qui permet de faire ces bracelets-là, c'est non seulement d'accéder à des manèges ou à différentes salles, mais en plus de payer en utilisant ce même bracelet-là. Et c'est donc cette technologie-là qui a beaucoup intéressé Six Flags et qui va permettre à l'entreprise là, de vraiment s'étendre là, de manière assez rapide partout aux États-Unis, mais aussi éventuellement dans le monde, parce que Six Flags a aussi des activités là, aux 4 coins de la planète. Six Flags, c'est eux qui ont, corrige-moi, mais c'est eux qui ont la ronde aussi maintenant, là. Ouais, en fait, ce qui est un petit peu dommage, là, c'est que pour l'instant, Connect & Go ne sera pas déployé à la ronde, ce qui est un petit peu particulier. Là, mais évidemment, tu peux comprendre, Mario, que on fait l'entente avec le siège social. Eux, ils privilégient possiblement certains parcs. Là, je ne connais pas toutes les mesures ou les indicateurs là, qui leur permettent de décider est-ce qu'il y a des parcs qui sont plus petits, plus gros, qui sont plus profitables, moins profitables. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est déployé là, dans un certain nombre de États-Unis. Mais l'idée, éventuellement, c'est que Connect & Go pourrait devenir la solution d'accès et de paiement mondial pour Six Flags. Et si c'était le cas, là, Mario, ça mettrait vraiment cette entreprise-là, là, ça la ferait exploser, là, certainement. Et encore une fois, elle est 100% basée ici, là, cette entreprise Connect. Disney, ce genre de bracelet-là, écoute, mes enfants, c'est des adultes maintenant. La dernière fois qu'on est allé à Disney, ça fait 10 ans, sinon plus. Et ils avaient déjà chez Disney ce genre de bracelet-là. Les enfants allaient acheter une collation, une pomme dans un comptoir Disney. Puis ils a payé avec leur bracelet sur le forfait qu'on avait payé globalement, là. Oui, Disney avait beaucoup d'avance sur la plupart de ses compétiteurs et ce qui est particulier, c'est que Disney, ils ont développé cette technologie-là à même leurs activités. Donc, c'est pas un prestataire externe et c'est évidemment face à cette innovation-là de chez Disney qui, comme tu le dis, là, ça date pas d'hier, mais qui a vraiment là, devenu un peu la référence que beaucoup d'autres joueurs, comme Six Flags, là, qui opèrent des centres de divertissement et des parcs d'attractions, souhaitaient un peu accélérer leur transition. Et donc, plutôt que de développer une technologie à partir de rien, d'embaucher des développeurs, de faire certainement beaucoup d'erreurs en chemin, mais ils ont préféré préconiser une solution qui est déjà toute faite, qui est déjà très fonctionnelle. Et la bonne nouvelle là-dedans, Mario, c'est que le leadership mondial en matière de bracelets de paiement, apparemment, il est à Montréal. Donc, c'est Connect & Go qui a remporté le mandat. Et donc, je pense qu'il y a de quoi être fier de notre savoir et de notre ingénierie là, dans ce dossier-ci. Francis, on nous annonce que dans la dernière semaine de novembre, messieurs Trudeau et Legault vont être réunis pour ce qui devrait être la plus grande annonce d'investissement industriel de l'histoire du Québec. On parle d'un investissement gigantesque, là, toujours dans le même secteur, là, des cellules, des batteries pour les véhicules électriques. Ça doit se passer dans le coin de McMasterville, Belleuil, Saint-Basile-le-Grand, sur la Rive-Sud. Et là, t'aurais, semble-t-il, des opposants. Là. Il y a un groupe qui est en train de mettre en place un mouvement d'opposition. Oui, jusqu'ici, Mario, à chaque fois que j'ai parlé de la technologie des batteries, puis des investissements gouvernementaux, puis du déploiement de cette filière-là au Québec, ça sonnait toujours comme quelque chose de très enthousiasmant. Comme tu le sais, M. Fitzgibbon, M. Legault, M. Trudeau, tous les paliers gouvernementaux, les maires de ces villes-là sont toujours très, très fiers d'annoncer les premières pelletées de terre, les milliards de dollars qui pleuvent. Donc, c'est perçu généralement comme une bonne chose. On sait que ça fait partie de la transition énergétique mondiale. Mais là, ce qu'on constate, en fait, c'est que ces usines-là, Mario, puis surtout là, dans le cas de Nordvolt, là, l'entreprise dont il est question ici là, à McMasterville, c'est une giga-usine, là, pas juste en dollars et en technologie, mais juste en superficie. Et donc, forcément, Mario, ça va occasionner des camions, de la poussière. Il y a certains qui craignent qu'il y ait peut-être des émanations qui pourraient sortir de là toxiques. Encore une fois, on n'a pas toutes les informations, mais il y a un groupe de citoyens, là, à peu près 400 personnes dans le coin de McMasterville, qui ont signé une pétition qui va être déposée dans les
les prochains jours pour s'opposer au projet. Et évidemment, ça va certainement faire entamer un processus d'acceptabilité sociale, de consultation, et ça pourrait ralentir l'implantation de la filière batterie au Québec, Mario. Donc, j'ai pas comme un avis arrêté sur la chose, mais je pense que ça va être intéressant de voir si cette opposition-là, elle se structure, notamment dans le coin de Drummondville, dans le coin de Trois-Rivières et jusque dans le nord de la Mauricie, là, où il est question d'installer d'autres capacités là, dans le domaine des batteries. Mais tu sais que le site industriel où ils veulent s'installer, Nordvolt, là, sur la rive sud, là, dans la région du Bas-Richelieu, c'est l'ancienne usine de CIL là, qui a fait la peinture CIL, mais qui avant était surtout dans l'armement, les munitions. Non, mais en 1975, il y a eu probablement le plus gros accident industriel du Québec. Il y a eu, je pense, 8 morts, des blessés. Ça avait explosé. C'était une usine d'explosifs, de munitions, et qui avait fourni des munitions et des bombes dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a quand même un historique. Là, tout ça est démantelé. Mais il me semble que là, maintenant, on arrive avec un projet industriel quand même plus pacifiste et moins dangereux au premier coup d'œil, en tout cas, que de fabriquer des explosifs, là. Ouais, ben c'est toujours ça, Mario. Tu sais, là, évidemment, c'est pas des explosifs en tant que tels, c'est pas de la chimie, mais en même temps, c'est de la chimie, justement. Puis c'est là où, justement, pour l'instant, oui, tu sais, les véhicules électriques, l'aspect batterie, énergétique, électricité renouvelable, patente, tout ça, c'est plutôt, comme je dis, perçu comme étant positif. Mais derrière, on sait pas exactement, il doit y avoir des intrants chimiques. Est-ce que ça va être relâché à proximité? Est-ce qu'il y a des émanations dans les airs, etc., etc.? Pour l'instant, encore une fois, la réponse est probablement OK, il n'y aura pas de tout ça, mais encore une fois, je pense que les citoyens ont besoin d'être rassurés sur ces aspects-là, surtout dans le cas, effectivement, de ce site-là en particulier, où il y a déjà un historique un peu traumatisant. Là. Ouais. Mais une usine de ce grosseur-là, ça va payer des taxes municipales. Peut-être que si on faisait valoir aux citoyens ce que ça pourrait leur amener comme économie à eux de taxes municipales, peut-être que ça alimenterait leur réflexion. Certainement, Mario. Puis l'autre aspect, évidemment, c'est toujours la circulation. Là, c'est sûr qu'une usine de cette ampleur-là, ça va amener des camions, des déchets, là, toutes sortes d'affaires. Mais tu as raison, effectivement, la dimension économique, elle est indubitable. C'est juste de voir s'il n'y a pas aussi des désagréments, puis comment les citoyens vont se positionner. Puis comme je dis, c'est la première manifestation que je connais qui a vraiment une opposition structurée contre un de ces projets-là. Mais encore une fois, est-ce qu'il va y en avoir bientôt à Bécancour? Je sais qu'en Ontario, Mario, il y a des grandes usines, dont celle de Wagon, qui ont été annoncées. Il y a des oppositions aussi qui commencent à se faire entendre. Donc, encore une fois, c'est juste, ça simplifie pas la tâche des gouvernements, certainement. Ça sera à suivre. Et finalement, rapidement, revirement dans le dossier du groupe UOT à Québec. C'est vraiment le dossier là, qui fait couler toute l'encre au Québec. Là. Et nos collègues du Journal de Québec ont un été pas mal occupé. Le groupe UOT, donc le projet du milliardaire Stéphane Huot, en faillite, là, lui-même et toutes ses entreprises. Là, aujourd'hui, ils étaient devant le juge. En principe, le groupe MAC, qui appartient à Vincent Chiara, aurait dû racheter les actifs là, pour quelque chose de l'ordre de 650 millions de dollars. Eh bien là, l'avocat de M. Huot, aujourd'hui, fait valoir qu'il y aurait une autre offre. Il ne dévoile pas le nom. C'est comme le juge lui-même a dit que c'était un lapin qui sortait de son chapeau. Mais tout ça pour dire que donc là, les audiences ont été reportées à la fin du mois, le 26 septembre. Et ce qu'on apprend notamment dans le journal, par la plume de Pierre-Paul Biron, c'est qu'actuellement, toute cette opération-là, n'ayant plus vraiment de propriétaire, perd environ 2,5 millions par mois, Mario. Donc, chaque jour qui passe, il faut trouver rapidement une solution là, pour arrêter l'hémorragie. Ça, c'est proche 100 000 $ de tous les jours que tu perds, là. Exactement. Alors, chaque jour compte. Et donc là, il y a cette nouvelle offre. Est-ce qu'elle est qualifiée? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que la personne qui fait l'offre a vraiment les liquidités nécessaires pour racheter ce qui reste du groupe UOT? Ça reste à voir. Mais donc là, je pense qu'ils ont à peu près 2 semaines pour fournir cette documentation-là. Ça reste à suivre. À suivre. Merci, Francis. À demain. Salut, Marie.